Un concessionnaire Ferrari italien a racheté le nom Bugatti au gouvernement français pour 7 500 000 francs, moins que le prix d'un appartement avenue Foch. A construit une usine de 240 000 mètres carrés au cœur de la Motor Valley et y a assemblé la voiture la plus rapide du monde. Premier châssis carbone de série, V12 à 4 turbocompresseurs, 350 et 1 km à l'heure. Puis les fournisseurs ont cessé de livrer. Les directeurs ont été accusés de trahison. Les 30 millions de livres envoyés en Angleterre pour acheter Lotus ne sont jamais revenus. Le 23 septembre 1995, l'usine a fermé du jour au lendemain. Les ouvriers n'ont pas compris que c'était la fin. Elle est toujours là. Les calendriers de septembre 1995. Le vélo du patron dans le hall. Le logo sur la façade que Volkswagen a recouvert d'autocollants et que le soleil d'Émilie-Romagne décolle lentement, année après année. C'est l'histoire d'un homme qui a passé 39 ans à rêver, 7 ans à construire et 30 ans à expliquer ce qui s'est passé. Chapitre 1. Le fantôme de Molsheim. Il y a, sur le bord de l'autoroute entre Modène et Mantoue, un bâtiment que personne n'a voulu acheter depuis 30 ans. 240 000 mètres carrés de verre bleuté, de béton blanc, d'acier, conçu pour assembler la voiture la plus avancée du monde. La cathédrale de verre de Campo Galliano. L'usine Bugatti. Entrez si vous trouvez quelqu'un pour vous ouvrir. Ce que vous trouverez à l'intérieur n'est pas une ruine ordinaire. C'est un monde figé au 23 septembre 1995, le jour où tout s'est arrêté. Les calendriers dans le centre de design sont encore ouverts à septembre. Des ordinateurs IBM que plus personne ne saurait allumer sont alignés sur des bureaux que personne n'a vidés. Dans le bureau du président, il manque un objet, le buste d'Ettore Bugatti, volé un soir par quelqu'un dont personne ne connaît le nom. Tout le reste était là. Les emplacements d'assemblage du moteur V12. La chambre insonorisée où chaque voiture était testée. Le vélo du patron encore appuyé contre le mur du hall d'entrée. Et dans la cantine, celle où les ouvriers mangeaient à la même table que le président, des photos de prototypes sont collées au mur par l'humidité. Elles ne peuvent plus être retirées. Comme si le bâtiment lui-même refusait de lâcher ce qui reste de sa mémoire. Dehors, sur la façade, le logo Bugatti est toujours visible depuis l'autoroute. En 1998, quand Volkswagen a racheté la marque, quelqu'un a recouvert le logo d'autocollant bleu. Mais le soleil d'Émilie-Romagne les décolle année après année. Le nom réapparaît. Le fantôme refuse de disparaître. 4 ans avant que cette usine ne ferme ses portes, 3 Bugatti EB110 descendaient les Champs-Élysées sous les flashs du monde entier. L'acteur Alain Delon posait devant la grande arche de la Défense. 1700 invités dînaient à l'orangerie du château de Versailles, au milieu de Bugatti d'avant-guerre, des Type 35, des Atlantiques, des Royales. Comme si un siècle d'élégance mécanique française avait été convoqué pour bénir la Renaissance, la voiture la plus rapide du monde, 351 km à l'heure. Premier châssis en fibre de carbone de série de l'histoire. Moteur V12, 4 turbocompresseurs, 5 soupapes par cylindre. Michael Schumacher en achètera une, sans demander de réduction. Puis tout s'est effondré, en 7 ans, peut-être moins. L'homme qui a bâti cette cathédrale s'appelait Romano Artioli, concessionnaire Ferrari le plus important du monde, premier importateur de voitures japonaises en Italie. Il avait passé 39 ans de sa vie à rêver de ressusciter la marque Bugatti. Il avait réussi. Puis il avait tout perdu, par hubris, par trahison alléguée, par des décisions que même ses admirateurs peinent à justifier. Et personne, 30 ans après, ne sait avec certitude si c'est lui qui s'est détruit ou si on l'a détruit. Pour comprendre comment un homme construit un empire automobile, le perd en quelques mois et passe les 30 années suivantes à expliquer ce qui s'est passé, il faut d'abord comprendre ce qu'il essayait de ressusciter. Il faut commencer par un autre Italien, né à Milan, installé en Alsace, qui a donné à la France l'une des plus belles choses qu'elle ait jamais produites. Chapitre 2. L'artiste et la machine. Ettore Arco Isidoro Bugatti naît le 15 septembre 1881 à Milan, dans une famille où la beauté et la précision technique ne sont pas des concepts distincts. Elles se sont la même chose. Son père, Carlo Bugatti,
est un designer art nouveau de renommée européenne. Meubles, bijoux, objets d'art. Ses créations mêlent l'ébénisterie à la marqueterie, le cuivre à l'os, les formes orientales aux structures géométriques. À Paris, à Turin, à Londres, Carlo Bugatti est reconnu comme l'un des artisans les plus inventifs de sa génération. Son frère cadet, Rembrandt, baptisé du nom du peintre, comme on baptise un enfant d'une ambition, deviendra sculpteur animalier. Ses bronzes de panthères, d'éléphants, de chevaux seront exposés dans les salons de toute l'Europe. Rembrandt Bugatti se suicidera à 31 ans en 1916, pendant la Première Guerre mondiale, détruit par ce qu'il avait vu à Anvers pendant l'occupation allemande. Ettore, l'aîné, choisit les machines. À 17 ans, il entre en apprentissage chez Prinetti et Stucchi, un fabricant de bicyclettes et de tricycles motorisés à Milan. À 19 ans, il présente sa première automobile à l'exposition de Milan en 1901. Le véhicule s'appelle le Type 2. Il remporte un prix. L'ingénieur artiste est déjà formé. Un garçon qui construit des moteurs comme son père construit des meubles, avec la même exigence de forme et de fonction, la même conviction que l'élégance n'est pas un ornement ajouté après coup, mais la conséquence d'une construction juste. Après Milan, Ettore travaille chez De Dietrich à Niederbronn-les-Bains, en Alsace, alors territoire allemand. Il conçoit des voitures de course, signe des brevets, se fait remarquer. Puis, un passage chez Dodge, à Cologne. Chaque poste est un apprentissage, chaque départ un refus de compromis. Ettore n'est pas un employé docile. Il est un créateur qui a besoin de ses propres murs. En 1909, il les trouve, à Molsheim. Molsheim est une petite ville alsacienne au pied des Vosges. L'Alsace est encore allemande. Elle ne deviendra française qu'en 1919 avec le traité de Versailles. Ettore achète une ancienne teinturerie, installe ses machines, embauche ses premiers ouvriers et fonde Automobile Ettore Bugatti. Il a 28 ans. Il n'a pratiquement pas de capital. Il a un moteur dans la tête, le Type X, qu'il appelle Pur Sang, et la conviction absolue que la légèreté est la clé de la performance. Le Type X pèse moins de 400 kg. Son moteur 4 cylindres, 8 soupapes, développe une puissance modeste, mais la voiture est si légère qu'elle surpasse des machines de cylindrée 3 fois supérieures. La philosophie Bugatti est fixée dès cette première création, et elle ne changera jamais. Si c'est comparable, ce n'est plus Bugatti. Le choix de Molsheim n'est pas un accident. L'Alsace offre une main-d'œuvre formée à la mécanique de précision, l'héritage de l'industrie horlogère et textile de la région. La proximité de l'Allemagne fournit l'accès aux aciers de qualité et aux techniques de facette d'usinage les plus avancées d'Europe. Et le calme de la campagne alsacienne convient au tempérament d'un homme qui veut travailler sans la pression d'une métropole. Ettore ne veut pas être à Paris. Il veut être dans son atelier, avec ses ouvriers, avec ses machines. L'atelier grandit, les commandes arrivent. Dès 1911, des Bugatti courent et gagnent. Mais c'est la Première Guerre mondiale qui transforme l'entreprise en mythe, et Ettore en exilé. L'Alsace étant allemande, l'usine est réquisitionnée. Ettore, citoyen italien dans un territoire du Reich, fuit à Paris avec ses plans. Il conçoit des moteurs d'avion pour les Alliés, des moteurs 16 cylindres d'une puissance remarquable, dont certains ne verront jamais la production, mais dont les brevets prouvent l'ambition. Quand l'Alsace redevient française en 1918, Ettore récupère son usine. Et il commence à construire l'âge d'or. Le Type 35, présenté au Grand Prix de Lyon en 1924, est l'une des voitures de course les plus victorieuses de l'histoire de l'automobile. Plus de 1000 victoires en compétition entre 1924 et 1930. 5 Targa Florio consécutives de 1925 à 1929. La course sicilienne la plus exigeante du monde, sur des routes de montagne où une erreur de quelques centimètres signifiait la mort. La Type 35 n'est pas seulement rapide. Elle est belle, les roues en aluminium coulé, une innovation Bugatti, sont devenues l'un des objets les plus reconnaissables du design industriel du XXe siècle. Chaque Type 35 sortant de Molsheim
est à la fois un instrument de compétition et une sculpture. Puis Hétor vise plus haut, beaucoup plus haut. Le type 40E1, qu'il nomme la Royale, est conçu à partir de 1926 avec une ambition qui dépasse le cadre de l'industrie automobile. Le moteur, un 8 cylindres en ligne de 12 litres 763 cm3, initialement conçu pour l'aviation, est le plus gros moteur jamais installé dans une voiture de tourisme. 6 exemplaires seulement seront construits. Le prix d'une Royale atteint l'équivalent de 3 Rolls-Royce Phantom. Hétor voulait vendre ses Royales aux chefs d'État et aux familles royales d'Europe. Il examinait personnellement chaque acheteur potentiel et se réservait le droit de refuser la vente s'il jugeait le client indigne de la voiture. Le roi d'Espagne, Alphonse XIII, fut éconduit. La Royale était absurde, démesurée, impossible, et c'était exactement ce qu'Hétor cherchait. Quelque chose de tellement au-delà du comparable qu'il n'existait plus de point de référence. Au tournant des années 1930, l'entreprise emploie plus d'1 millier d'ouvriers à Molsheim. Hétor acquiert le château Saint-Jean, à quelques centaines de mètres des ateliers. Une résidence seigneuriale qui sert de demeure, de lieu de réception pour les clients, de symbole visible d'un empire personnel. Il fait construire une hostellerie près des portes de l'usine, l'hôtellerie du Pur Sang, où les acheteurs séjournent pendant qu'on prépare leur voiture. Le soir, ils dînent avec Hétor. Le matin, ils font un essai sur les routes d'Alsace avec Hétor au volant. Ces ouvriers s'y appellent le patron. Et le mot, dans leur bouche, n'a rien du sens qu'il prendra plus tard dans le vocabulaire syndical français. Le patron connaît chaque machine de son usine. Il dessine lui-même les pièces que ses ingénieurs fabriqueront. Il porte des bottes d'équitation dans l'atelier, un col dur même en été, et n'accepte aucun écart entre ce qu'il a dessiné et ce qu'il trouve sur l'établi. Le perfectionnisme d'Hétor Bugatti n'est pas un trait de caractère, c'est une méthode de production. Son fils Jean, né en 1909, l'année même de la fondation de l'entreprise, grandit dans cet univers. Et dès l'adolescence, il y prend une place que personne ne lui conteste. Jean Bugatti est un dessinateur de génie. C'est lui qui conçoit la carrosserie du type 57, et surtout de sa variante la plus célèbre, l'Atlantique. 2 exemplaires de l'Atlantique subsistent aujourd'hui. L'un d'eux est estimé à plus de 30 millions d'euros. C'est l'une des automobiles les plus précieuses au monde, et elle a été dessinée par un garçon de 25 ans dans un atelier d'Alsace, à une époque où l'aérodynamique automobile en était encore à ses balbutiements. La ligne dorsale en aluminium riveté qui court le long du toit de l'Atlantique, cette crête qui donne à la voiture sa silhouette inoubliable, était la conséquence d'un procédé de fabrication. Jean n'a pas dessiné une forme. Il a trouvé la beauté à l'intérieur d'une contrainte technique. Exactement comme son père l'avait fait 30 ans plus tôt avec le Type X. L'héritier est là, le successeur est désigné, l'avenir de Bugatti semble assuré. Il ne l'est pas. Chapitre 3. La double mort. Le 11 août 1939, Jean Bugatti meurt sur une route au nord de Molsheim. Il a 30 ans. Les circonstances sont celles d'une tragédie classique, où chaque détail semble calculé pour infliger le maximum de douleur. Jean testait une Type 57 Tank, la voiture qui venait de remporter les 24 heures du Mans 2 mois plus tôt. La route entre Molsheim et Ensheim avait été fermée pour l'essai. Un cycliste est apparu. Certaines sources parlent d'un homme ivre, d'autres d'un ouvrier qui avait franchi la barrière. Jean a donné un coup de volant. La voiture a quitté la route. Jean est mort sur le coup. Son frère cadet, Roland, qui l'avait accompagné, a assisté à la scène. Le fils qui avait dessiné la plus belle voiture du monde est mort en testant la plus rapide. À 30 ans, sur une route qu'il connaissait depuis l'enfance, à cause d'un homme qui n'aurait pas dû être là. Quelques semaines plus tard, le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. La Seconde Guerre mondiale commence. Et pour Hétor et Bugatti, la guerre ne sera pas une parenthèse. Elle sera une destruction. L'Alsace était annexée de fait par le Reich. L'usine de Molsheim est saisie par les autorités allemandes. Elle servira à la production de guerre. Hétor, citoyen italien en France, fuit d'abord à Milan, puis revient à Paris, où il vivra les années d'occupation dans une forme d'exil intérieur. Il dessine des moteurs d'avion, un torpilleur,
Des projets qui ne verront jamais le jour. Les plans d'un homme qui ne peut plus rien construire, qui trace sur le papier les machines qu'il ne fabriquera plus. À la Libération, Héthor revient à Molsheim. Ce qu'il trouve n'est pas à l'usine qu'il avait bâtie en 30 ans. Les machines ont été déplacées ou endommagées. L'atelier a servi à d'autres fins. Mais le pire n'est pas l'état des lieux. Le pire est administratif. Le gouvernement français refuse de lui restituer sa propriété. L'argument est juridique. Ettore Bugatti est citoyen italien. Ses biens en France, en tant que ressortissants d'un pays ennemi pendant la guerre, ont été placés sous séquestre. Peu importe qu'il ait travaillé pour les Alliés. Peu importe qu'il ait vécu en France depuis 1909. Peu importe que Molsheim ait été construite par ses mains, avec son argent, sur un terrain qu'il avait acheté 36 ans plus tôt. Le droit est le droit. L'homme qui a donné à la France l'une de ses marques les plus glorieuses est traité comme un étranger par le pays auquel il a tout donné. Héthor attaque l'État en justice. Il perd. Le 21 août 1947, Ettore Bugatti meurt à Paris. Il a 66 ans. Un an avant sa mort, il a enfin obtenu la citoyenneté française. Le document est arrivé trop tard pour servir à quoi que ce soit, sinon à mesurer l'ironie. Il est enterré à Dorlisheim, à côté de Molsheim, dans le caveau familial, à quelques centaines de mètres de l'usine qu'on ne lui a pas rendue. Son fils Roland tente de maintenir l'entreprise. Il produit le Type 101, une berline élégante, présentée au Salon de Paris en 1951. 6 exemplaires seront construits. En 1952, la production automobile cesse définitivement. En 43 ans, environ 8000 véhicules sont sortis de Molsheim. Le nombre semble modeste, mais chacun de ces véhicules avait été construit à la main, chacun portait la marque d'un artisan ingénieur qui refusait la série, qui refusait le compromis, qui examinait chaque pièce lui-même avant de la laisser quitter l'atelier. Après 1952, le nom Bugatti ne disparaît pas tout à fait. En 1963, les droits sur la marque sont rachetés par Hispano-Suiza, devenu entre-temps Messier Hispano-Bugatti, filiale du groupe Snecma, futur Safran. Le nom survit, mais il ne désigne plus des automobiles. Il désigne des trains d'atterrissage, des équipements aéronautiques, des freins pour avions de ligne. Le mot Bugatti figure encore sur des documents industriels. Mais la chose qu'il désignait, la ligne parfaite, le moteur qui chante, la voiture qui est une œuvre, cette chose n'existe plus. Pendant 35 ans, Bugatti est une marque morte. Un souvenir magnifique que les collectionneurs s'échangent dans des ventes aux enchères de plus en plus exclusives. Le château Saint-Jean est toujours là, à Molsheim. Les ateliers sont vides et il n'y a ni hall de production, ni ingénieur, ni chaîne d'assemblage. Le lieu sacré de l'automobile française est une coquille. Et c'est précisément cette absence, ce vide de 35 ans, qui va pousser un concessionnaire automobile de Bolzano à croire qu'il peut, lui, combler le silence. Chapitre 4. 39 ans de patience. Romano Artioli naît en 1932 près de Mantoue, en Lombardie, la ville natale de Tasio Nuvolari, le pilote de course le plus célèbre de l'Italie d'avant-guerre, l'homme dont Enzo Ferrari disait qu'il était le plus grand pilote de tous les temps. Le garçon grandit dans l'ombre de cette légende. Et à 12 ans, un événement d'une banalité presque comique fixe la trajectoire de sa vie. Il dévore un livre sur le permis de conduire. Après ça, dira-t-il au magazine Classic Driver des décennies plus tard, il était clair que ma vie serait dédiée aux voitures et aux moteurs. Artioli étudie l'ingénierie mécanique à Bolzano, dans le Tyrol du Sud, cette région du Trentin-Haut-Adige où l'on parle italien et allemand avec la même facilité, où l'Autriche est plus tôt et plus proche que Rome, et où un jeune homme ambitieux apprend très tôt à naviguer entre les cultures. Après la guerre, il commence par le geste le plus élémentaire du métier, réparer des voitures. À 18 ans, il ouvre son premier centre d'assistance automobile. Il achète un banc d'essai hydraulique, révise des moteurs et démontre immédiatement un talent qui dépasse celui d'un simple mécanicien. Artioli ne répare pas. Il comprend. Il voit la machine dans sa totalité. Ses forces, ses faiblesses, ce qu'elle pourrait devenir si quelqu'un la concevait autrement. Les concessions suivent. D'abord le Triveneto,
le Trentin, la Vénétie, le Frioul, puis l'Allemagne du Sud. Artioli importe, distribue, négocie. Et c'est dans cette montée en puissance commerciale qu'il réussit le premier coup de maître de sa carrière. Il convainc Enzo Ferrari en personne de lui confier la distribution de la marque. Enzo Ferrari ne confie rien à personne sans raison. Le Commendatore, l'un des hommes les plus méfiants de l'industrie automobile italienne, un homme qui régnait sur Maranello comme Ettore Bugatti, avait régné sur Molsheim avec le même perfectionnisme et le même autoritarisme, a jugé qu'Artioli méritait sa confiance. La concession Ferrari du Tyrol du Sud devient la plus grande du monde. Artioli vend plus de Ferrari que n'importe quel autre concessionnaire sur la planète. Ce n'est pas un accident, c'est une combinaison de charme, de compétences techniques et d'une énergie que ses collaborateurs décriront comme inépuisable. L'homme ne s'arrête jamais. Il ne dort pas. Il recharge. En 1904, peut-être que Artioli élargit son empire. Il fonde Auto Expo et devient le premier importateur de véhicules Suzuki en Italie, puis le premier importateur de Maruti, la marque indienne. En quelques années, il est le plus grand importateur de voitures japonaises du pays. Il est aussi le premier concessionnaire italien de General Motors. Le concessionnaire Ferrari de Bolzano est devenu un homme d'affaires automobile d'envergure internationale. Quelqu'un qui sait acheter, importer, distribuer et vendre à des échelles que la plupart de ses concurrents n'imaginent pas. Mais cette ascension commerciale n'est pas la finalité. Elle est le moyen. En 1952, l'année où Bugatti cesse la production automobile, Romano Artioli a 20 ans et il se fait une promesse. Les mots qu'il emploiera plus tard sont ceux-ci. Si personne ne réagit à la situation chez Bugatti, je travaillerai aussi longtemps qu'il le faudra pour un jour ramener la marque. 20 ans. Un garçon de la province de Mantoue, fils de personne de notable, avec un banc d'essai hydraulique et un livre de permis de conduire dans la mémoire. Et cette phrase, qui ressemble à la fanfaronnade d'un jeune homme, qu'il va mettre 39 ans à transformer en acte. Au milieu des années 1980, les négociations commencent. Elles sont secrètes. Elles dureront 2 ans. L'interlocuteur d'Artioli n'est pas un constructeur automobile. C'est le gouvernement français, spécifiquement Messier Hispano-Bugatti, filiale du groupe Snecma, elle-même composante de ce qui deviendra Safran. La marque Bugatti appartient à un conglomérat aéronautique d'État. Les ingénieurs qui travaillent sous le nom Bugatti fabriquent des trains d'atterrissage et des systèmes de freinage pour l'aviation militaire. Le nom le plus glorieux de l'automobile française est une ligne dans un organigramme industriel. Personne, dans les couloirs de la Snecma, ne pense à construire des voitures. Artioli fait jouer ses relations. Son avocat, Jean-Marc Borel, est un Français. Un détail qui facilite les choses. Les négociations sont complexes. Il ne s'agit pas seulement d'acheter un nom. Il faut acquérir les droits sur la marque, sur le logo, sur l'héritage, le droit légal de construire des voitures portant le nom Bugatti. Les interlocuteurs du côté français ne sont pas hostiles. Ils sont indifférents. Pour eux, Bugatti est un actif dormant. Une marque qui ne rapporte rien en automobile, dont la valeur est historique mais pas commerciale. Et cette indifférence est l'arme d'Artioli. Quand l'autre partie ne sait pas ce qu'elle vend, celui qui achète a l'avantage. Le 11 mai 1987, la société d'Artioli, Auto Expo, verse 7 500 000 francs français à Messier Hispano-Bugatti. 7 500 000 francs, environ 1 140 000 euros. Pour le nom Bugatti, pour le logo à l'ovale rouge, pour le droit de ressusciter la marque qui a gagné plus de 2000 podiums en compétition, qui a construit la Royale, qui a donné au monde l'Atlantique. 7 500 000 francs, moins que le prix d'un immeuble haussmannien dans le 16e arrondissement. Moins que le prix d'une seule type 57 Atlantique en salle de vente 30 ans plus tard. Le gouvernement français a vendu Bugatti, pour une bouchée de pain, à un Italien. Le 14 octobre 1987, Bugatti Automobili S.p.A. est fondé. Fondé en Italie, Romano Artioli en devient le président. Son cofondateur technique, l'homme chargé de donner une substance mécanique au rêve, s'appelle Paolo Stanzani. Ce nom, dans le milieu de l'automobile italienne,
à un poids considérable. Stanzani est l'ancien directeur technique de Lamborghini. C'est lui qui a conçu la Miura, la première supercar à moteur central arrière de l'histoire, en 1966. C'est lui qui a conçu la Countach, la voiture qui a défini l'esthétique des supercars pour une génération entière. C'est lui qui a conçu l'Espada. Stanzani n'est pas un technicien, c'est un architecte de machine. Un homme qui pense la voiture entière, du châssis au comportement routier, avec la même vision globale que Ettore Bugatti appliquait à Molsheim 60 ans plus tôt. Stanzani devient administrateur unique et directeur technique de Bugatti Automobili. Il amène avec lui plusieurs ingénieurs de Lamborghini, dont un pilote d'essai nommé Loris Bicocchi, employé numéro 7 de la nouvelle entreprise. L'ossature technique est en place. Le rêve a désormais des mains pour le construire. Mais Artioli sait que la marque ne peut pas renaître dans un garage. Bugatti n'est pas Pagani, un artisan de génie qui commence dans un atelier. Bugatti est un mythe. Et un mythe a besoin d'un temple. Il avait d'abord pensé à Molsheim. C'était la réponse évidente, la seule qui avait un sens historique. Ramener Bugatti là où Ettore l'avait fondé. Construire les nouvelles voitures dans l'ombre du château Saint-Jean. Il avait visité le site. Il connaissait sa charge symbolique. Et c'est à Molsheim qu'il a compris que la réponse évidente était impossible. Il n'y avait rien. Pas de hall de production, pas d'ingénieurs dans la région, pas de réseau de sous-traitants spécialisés dans les voitures de haute performance. L'Alsace avait une tradition mécanique remarquable, mais pas celle des supercars. Pour construire la voiture la plus avancée du monde, Artioli avait besoin des meilleurs ingénieurs d'Europe. Et ils étaient en Émilie-Romagne, pas dans le Bas-Rhin. Il avait besoin de fournisseurs capables de produire des pièces aux tolérances les plus exigeantes de l'industrie. Et ces fournisseurs travaillaient déjà pour Ferrari, pour Lamborghini, pour Maserati dans un rayon de quelques dizaines de kilomètres autour de Modène. La décision est pragmatique, elle est rationnelle. Elle est, du point de vue industriel, probablement la seule qui tienne. Mais elle contient en germe une fragilité que personne ne mesure encore. La marque la plus française de l'automobile va renaître au cœur de l'Italie, dans le territoire de Ferrari, à quelques kilomètres de Maranello. Et quand les choses tourneront mal, quand les fournisseurs cesseront de livrer, quand les rivaux sentiront la faiblesse, Bugatti sera seul en terrain hostile. Artioli choisit Campogalliano, une petite ville calme en bordure de l'autoroute, à la périphérie de Modène. Depuis la fenêtre de ce qui deviendra son bureau, il pouvait presque entendre les turbocompresseurs d'une Ferrari F40 sortant de Maranello. Il achète le terrain, il appelle son cousin, et il commence à construire la cathédrale. Chapitre 5. La cathédrale de verre. L'architecte s'appelle Giampaolo Benedini. C'est le cousin de Romano Artioli. Dans une autre entreprise, ce choix aurait suscité des murmures. Du népotisme, un poste offert au sang plutôt qu'au mérite. Mais Benedini est un architecte reconnu, et surtout, il comprend ce qu'Artioli veut construire. Pas une usine, un manifeste. Le terrain de Campogalliano est plat. Cette platitude particulière de la plaine du Pô, où l'horizon est une ligne droite et où le ciel occupe les 2/3 du champ de vision. Benedini conçoit un complexe de 240 000 m² qui transforme cette horizontalité en atout. 2 bâtiments vitrés de 3 étages, siège administratif, bureau d'études, centre de design, encadrent l'entrée du site. Leurs façades sont recouvertes de panneaux de verre bleuté qui, sous la lumière d'Émilie-Romagne, donnent au complexe l'apparence d'un mirage industriel posé au milieu des champs. C'est la Fabrica Blu, l'usine bleue. Le surnom naît immédiatement. Il ne disparaîtra jamais. Derrière les bâtiments de verre, 2 structures aveugles, sans fenêtres, climatisées, isolées du bruit, abritent et fêtent les départements de développement et d'essai. Ce sont les salles où le moteur V12 sera mis au point, où les prototypes seront torturés sur les bancs de test, où les problèmes techniques qui mèneront au départ de 2 directeurs techniques successifs seront identifiés, débattus et, parfois, résolus. À l'extrémité du site, les halles d'assemblage et de production, reconnaissables à leur toiture symétrique en dents de scie, le profil classique de l'architecture industrielle, mais redessiné avec une netteté que les sheds du XIXe siècle
n'avait jamais eu. Une piste d'essai privée entoure l'ensemble du complexe. Chaque voiture sortant de la chaîne sera testée sur cette piste avant de toucher une route publique. La philosophie qui sous-tend chaque décision architecturale est celle d'Artioli, pas de Benedini. L'architecte dessine, le patron dicte l'esprit. Et cet esprit, Artioli l'exposera des années plus tard dans son livre avec une franchise qui éclaire autant qu'elle inquiète. Pour fabriquer des voitures innovantes, j'ai pensé qu'il était essentiel de motiver les ouvriers. J'avais toujours en tête les usines que j'avais visitées dans ma vie, des lieux d'aliénation et de souffrance. Ce qu'il nous fallait, au contraire, c'était un environnement immergé dans la nature qui stimule la créativité. Les murs de verre laissent entrer la lumière naturelle jusque dans les ateliers. La climatisation, un luxe rare dans les usines italiennes de l'époque, maintient la température constante dans les halles d'assemblage. La cantine est élégante, lumineuse, et elle deviendra le cœur du site. Le lieu où les ouvriers, les ingénieurs et le président mangent ensemble, à la même table, avec le même plateau. Artioli lui-même travaille dans un bureau modeste, un détail que ses employés remarqueront et que ses détracteurs qualifieront de mise en scène. Quand Michael Schumacher viendra à Campo Galliano en 1994, il déjeunera dans cette cantine, assis à côté des techniciens qui assemblent les voitures qu'il conduira bientôt. Le 15 septembre 1990, exactement 109 ans après la naissance d'Ettore Bugatti, Artioli inaugure son usine. Et il le fait avec un geste qui résume tout l'homme. 77 Bugatti d'avant-guerre. Des types 35, des types 57, des Atlantiques, des véhicules dont la valeur cumulée dépasse celle d'un gratte-ciel, parcourent que les 637 km de Molsheim à Campogalliano, d'Alsace à l'Émilie-Romagne, de la France à l'Italie, du passé au présent. Le convoi traverse les Alpes. Il descend la vallée du Pô. Il arrive à Campogalliano dans un grondement de moteurs d'avant-guerre que les habitants de cette petite ville agricole n'ont jamais entendu et n'entendront plus jamais. Le lien symbolique entre le fondateur et le résurrecteur est tracé, voiture par voiture, kilomètre par kilomètre. Artioli ne se contente pas d'ouvrir une usine. Il organise un pèlerinage. L'effectif au pic atteindra environ 220 employés. Pas 2000, pas 500, 220. Chaque voiture sera assemblée à la main, comme à Molsheim 60 ans plus tôt, mais avec des matériaux et des technologies que le patron n'aurait pas pu imaginer. Ce qu'Artioli a construit à Campo Galliano n'est pas simplement une usine. C'est la preuve physique d'un rêve. 240 000 mètres carrés de conviction qu'un homme seul, avec suffisamment d'argent, d'obstination et de vision, peut ressusciter un nom que le monde avait oublié. Le problème, c'est que la conviction ne finance pas les factures, et que les plus beaux bâtiments du monde ne protègent pas contre les erreurs de celui qui les habite. Chapitre 6. L'enfant prodige. Avant d'être une voiture, le B110 est un champ de bataille. Paolo Stanzani, l'homme de la Miura, l'homme de la Countach, conçoit l'architecture de base. Un moteur V12 en position centrale arrière, une transmission intégrale permanente. Ces choix sont radicaux pour l'époque. La transmission intégrale, dans une supercar de cette puissance, est un pari technique que la quasi-totalité de l'industrie considère comme inutilement complexe. Stanzani le défend avec la même rigueur qu'il avait appliquée chez Lamborghini. La traction intégrale n'est pas un gadget. C'est qu'à la réponse à un problème physique. Comment transmettre 500 chevaux à l'asphalte sans que la voiture tente de tuer son conducteur ? Mais c'est sur le châssis que le conflit éclate. Stanzani propose un châssis en nid d'abeille aluminium, une structure éprouvée, rigide, réparable, dont le coût de production est maîtrisable. Artioli refuse. Il veut de la fibre de carbone. Le matériau est encore rare dans l'automobile de série. Seules quelques voitures de Formule 1 l'utilisent et la McLaren F1 de Gordon Murray, qui sera le rival le plus redoutable de l'EB110, est encore en développement. La fibre de carbone est plus légère, plus rigide et spectaculairement plus coûteuse. Stanzani défend son choix avec des arguments d'ingénieur. Rigidité suffisante, coût maîtrisé, réparable en cas d'accident. Artioli insiste avec des arguments de visionnaire. Fibre de carbone,
point final. Bugatti ne sera pas comparable. Les désaccords s'accumulent. Le châssis n'est pas le seul. Le design extérieur oppose les deux hommes. Artioli a commandé un design à Marcello Gandini, le designer qui avait créé la Miura, la Countach et la Diablo pour Lamborghini. Gandini propose un design angulaire, agressif dans la lignée de ses créations précédentes. Artioli le rejette. Trop dur, trop italien, pas assez Bugatti. Il veut quelque chose de plus doux, de plus fluide, fidèle à l'héritage des courbes d'Etor et de John. Gandini refuse de modifier son design. Un designer de ce calibre ne redessine pas sur commande. La collaboration est terminée. En juin 1990, 3 mois avant l'inauguration de l'usine, Stanzani quitte le projet. L'homme qui avait conçu l'architecture de la voiture part en désaccord profond avec le patron qu'il avait recruté. Son remplaçant s'appelle Nicola Materazzi. Et ce nom, dans le monde des supercars, porte une charge au moins égale à celui de Stanzani, mais dans un registre différent. Materazzi c'est l'ingénieur qui a conçu la Ferrari 228 GT. Au Evolution est la Ferrari F40, la voiture qui, en 1987, a redéfini ce qu'une supercar pouvait être. Materazzi est un homme de course, minimaliste, obsédé par la performance brute. Chez Ferrari, on l'appelait quand il fallait résoudre des problèmes que les ingénieurs de bureau ne savaient pas résoudre. Materazzi arrive à Campogalliano et trouve un moteur V12 qui a un problème critique. La friction entre les bielles en titane et le vilebrequin provoque une usure prématurée qui menace la durabilité du moteur. C'est le genre de problème qui tue un projet. Invisible dans un prototype roulant quelques centaines de kilomètres, catastrophique dans une voiture de série censée en parcourir des dizaines de milliers. Materazzi résout le problème. Il supervise aussi les tests du châssis en fibre de carbone, fabriqué non pas en Italie mais en France par Aérospatiale, le constructeur aéronautique d'État. Le châssis carbone de la Bugatti la plus italienne du monde est fabriqué par la même entreprise qui construit les fusées Ariane. Mais les conflits avec Artioli reprennent. Materazzi, comme Stanzani avant lui, a une vision de la voiture qui ne coïncide pas avec celle du patron. Fin 1992, il quitte à son tour. Son successeur sera Mauro Forghieri, le légendaire ingénieur de la Scuderia Ferrari, l'homme des victoires de Niki Lauda et de Gilles Villeneuve. 3e directeur technique en 7 ans. Le design extérieur, finalement, est achevé par Giampaolo Benedini, le cousin architecte. L'homme qui avait dessiné l'usine, dessine aussi la voiture. C'est un choix que les historiens de l'automobile discuteront pendant des décennies. Confier la forme de la supercar la plus ambitieuse du monde, non pas à un designer automobile, mais à un architecte de bâtiment. Et pourtant, le résultat est une voiture d'une beauté étrange, presque organique, qui ne ressemble à aucune autre supercar de son époque. Les portes en élytre, signature de Gandini, conservée du design rejeté, s'ouvrent vers le haut. Le capot moteur est en verre transparent, offrant une vue directe sur le V12. La ligne est douce là où la Countach était brutale, fluide là où la F40 était anguleuse. 3 directeurs techniques en 7 ans. Le design extérieur confié à un architecte après le départ du plus grand designer automobile vivant. Un patron qui rejette les choix de ses propres ingénieurs en chef. Le B110 est un chef-d'œuvre, mais un chef-d'œuvre né dans le chaos créatif d'un homme qui ne fait confiance qu'à lui-même. Les spécifications de la voiture qui sort de ce chaos sont stupéfiantes. Le moteur, un V12 de 3500 cm3, relativement modeste en cylindrée, 60 soupapes, 5 par cylindre, alimenté par 4 turbocompresseurs IHI japonais. La version GT développe 560 chevaux à 8000 tours par minute. La version SS, Super Sport, en développera 612. Le châssis monocoque en fibre de carbone, fabriqué par Aérospatiale, est le premier châssis carbone de série au monde. Pas un prototype, pas un concept, une voiture de série. Le EB110 précède la McLaren F1 sur ce point. Un fait que l'histoire a largement oublié. La transmission intégrale permanente, la vision de Stanzani, réalisée par Materazzi, utilise un système de répartition du couple biaisé vers l'arrière sous accélération. Cette philosophie
L'industrie entière ne l'adoptera qu'une décennie plus tard. La vitesse maximale, 350 et 1 km à l'heure. Record du monde pour une voiture de série. Le 0 à 100 km à l'heure en 3 secondes, 2 dixièmes pour la version SS. La date du lancement est choisie avec la même précision symbolique que celle de l'inauguration de l'usine. Le 15 septembre 1991, le 110e anniversaire de la naissance d'Ettore Bugatti. D'où le nom, EB110. Et le lancement est un spectacle que l'industrie automobile n'a jamais vu et ne reverra pas. Le soir, un gala rassemble entre 1700 et 1800 invités à l'orangerie du château de Versailles. Des Bugatti d'avant-guerre sont disposés dans les salons, type 35, type 57, Atlantique, Royal, comme les ancêtres bienveillants d'un enfant prodige. Le lendemain, 3 EB110 neufs défilent sur les Champs-Élysées, puis sont présentés au pied de la Grande Arche de la Défense avec l'aide de l'acteur Alain Delon, qui pose devant la voiture avec le sourire d'un homme qui sait exactement ce que sa présence vaut en couverture de magazine. L'emphase est entièrement française. Versailles, les Champs-Élysées, la Défense. Artioli comprend, et c'est l'une de ses intuitions les plus fines, que la légitimité de Bugatti passe par la France. La voiture est assemblée en Italie avec un moteur conçu par des Italiens, des turbocompresseurs japonais et un autoradio Nakamichi. Mais elle porte un nom français. Et ce nom doit être célébré là où il a un sens, sous les dorures de Versailles, dans l'axe de l'Arc de Triomphe. La réception est une sensation mondiale, la voiture la plus rapide du monde. Le premier châssis carbone de série. Les superlatifs pleuvent dans la presse spécialisée de 4 continents. Artioli, debout dans l'orangerie ce soir-là, est à la tête de l'entreprise automobile la plus ambitieuse de la planète. Il ne le sait pas encore, mais il est aussi debout au sommet. Chapitre 7. L'apogée et la fissure. En avril 1994, le magazine allemand Automotor und Sport organise un comparatif qui va devenir l'un des plus célèbres de l'histoire de l'automobile. 5 supercars. Un seul pilote, Michael Schumacher, champion du monde de Formule 1 en titre. Ferrari F40T, Jaguar X, Peugeot 220, Porsche 911 Turbo, Lamborghini Diablo, Bugatti EB110 SS. Schumacher conduit chaque voiture sur le circuit. Il analyse, il compare et il choisit. C'est la Bugatti. Il se rend à Campogalliano. Il visite l'usine. Il déjeune dans la cantine avec les techniciens. Ceux-là même qui assemblent à la main les voitures qu'il vient d'évaluer comme la meilleure du lot. Et il achète une EB110 SS jaune à intérieur bleu GT. Il n'a pas demandé de réduction, se souvient Artioli. C'était clairement un fan. La publicité est immense. Le meilleur pilote du monde. Pas un acteur payé pour poser, pas un mondain photographié devant le capot. Le meilleur pilote du monde a testé tout ce que l'industrie savait fabriquer et il a choisi Bugatti. Cet instant est l'apogée, le point le plus haut de la courbe. Le moment où l'EB110 SS tient le record du monde de vitesse, où Schumacher roule en Bugatti, où le carnet de commandes existe, où 220 employés travaillent chaque jour dans la cathédrale de verre. Mais la fissure est déjà là. Elle est même là depuis le début. Elle s'appelle le marché. Le B110 a été lancé dans l'une des pires récessions pour le segment ultra haut de gamme. La guerre du Golfe, en 1990 à 1991, a déprimé le marché américain, le premier marché mondial pour les supercars. La bulle spéculative de la fin des années 1980, celle qui avait transformé les Ferrari F40 en actifs financiers, achetés non pour être conduites, mais pour être revendues, a éclaté avec une violence que personne n'avait anticipée. Des acheteurs qui avaient commandé des F40 à 1 million de dollars tentent de les revendre à perte. Le marché secondaire des supercars s'effondre, et avec lui, la confiance des acheteurs potentiels. L'économie italienne, dont dépend l'usine de Campogalliano, entre dans une crise profonde. La lire plonge. Le coût des composants importés augmente. Les turbocompresseurs IHI viennent du Japon et le yen ne cesse de monter. Le châssis carbone est fabriqué en France par Aérospatiale,
facturés en francs français. Chaque EB110 coûte plus cher à produire qu'Artioli ne l'avait prévu, et chaque EB110 se vend dans un marché qui rétrécit. Puis, en 1992, un homme du nom de Gordon Murray présente la McLaren F1, moteur V12B MW atmosphérique, 386 km/h. Immédiatement couronnée comme la plus grande supercar jamais construite. Le B110, malgré ses innovations techniques supérieures sur de nombreux points, le châssis carbone, la transmission intégrale, les 4 turbocompresseurs, est éclipsé médiatiquement. La presse automobile a la mémoire courte et l'enthousiasme volatile. Le record du monde a changé de main. L'attention avec. Bugatti visait 150 voitures par an. La réalité sera de 115 sur 3 ans de production effective, de 1992 à 1995. 96 GT, 32 S. S. Quelques exemplaires spéciaux. Le prix, environ 350 000 $ pour la GT, plus de 400 000 pour la S. S. Place le B110 dans un marché de niche si étroit qu'il ne tolère aucune marge d'erreur. Et les marges d'erreur, chez Artioli, sont sur le point de se multiplier. Chapitre 8. L'achat de trop. Le 27 août 1993, une transaction est enregistrée qui va sceller le destin de Bugatti Automobili. General Motors vend Lotus Cars à une société nommée ACBN Holdings SA, basée au Luxembourg. Le prix, 30 millions de livres sterling. Le propriétaire d'ACBN Holdings est Romano Artioli. Artioli vient d'acheter un deuxième constructeur automobile légendaire en difficulté. Il est désormais président de Bugatti Automobili à Campogalliano et président de Lotus Cars à Etel, dans le Norfolk. 2 entreprises, 2 usines, 2 pays, 2 traditions mécaniques et faits différentes. L'excès italien, la légèreté britannique. Et un seul homme au sommet des deux, convaincu qu'il peut gérer les deux simultanément. La logique d'Artioli n'est pas absurde, à condition de l'examiner dans le vide sans tenir compte du contexte. Lotus possède un département d'ingénierie de classe mondiale, Lotus Engineering, qui vend ses services de conseil à l'ensemble de l'industrie automobile. Sous General Motors, Lotus avait été sous-exploité, privé d'investissement, réduite à un rôle de sous-traitant technique pour des projets GM. Artioli voit une opportunité. Un constructeur de prestige doté d'un savoir-faire unique en matière de légèreté et de dynamique, disponible pour 30 millions de livres. Des synergies possibles avec Bugatti. La technologie Lotus au service de la puissance Bugatti. Et sous la présidence d'Artioli, Lotus commence à développer un nouveau modèle qui justifiera à lui seul l'acquisition. Mais trop tard. La voiture s'appelle l'Élise. Elle est baptisée du nom d'Elisa, la petite fille d'Artioli, alors âgée de 2 ans et demi. C'est un roadster léger, à châssis aluminium collé, une technique révolutionnaire pour une voiture de série, motorisée par un 4 cylindres Rover K-Series pesant 725 kg. L'antithèse absolue de l'EB110, pas de V12, pas de turbocompresseur, pas de fibre de carbone, pas de 350 km à l'heure. Juste la pureté, la légèreté comme philosophie. Exactement comme le Type X des Toro Bugatti en 1909, mais par d'autres moyens. L'Élise sera un succès commercial spectaculaire. Plus de 12 000 exemplaires vendus entre 1996 et 2001, dépassant de loin les ventes de n'importe quel modèle Lotus précédent. Elle deviendra une icône. Elle sauvera Lotus. Mais elle ne sauvera pas Artioli, parce que l'Élise ne sera lancée qu'en 1996, un an après la faillite de Bugatti. Le triomphe arrive trop tard pour sauver l'Empire. Et c'est là toute la cruauté de cette acquisition. Artioli a vu juste sur Lotus. Il a vu juste sur l'Élise. Il a vu juste sur le potentiel. Il a eu raison sur tout, sauf sur le calendrier. Et en affaires, avoir raison trop tard est la même chose qu'avoir tort. Pendant ce temps, à Campogalliano, l'argent qui devrait financer les opérations de Bugatti est drainé vers Etel. Lotus, en restructuration, nécessite des investissements massifs.
Refonte des lignes de production, développement de nouveaux modèles, modernisation des installations. Chaque livre envoyé dans le Norfolk est une livre qui n'arrive pas en Émilie-Romagne. La même année, un autre coup frappe Artioli. Suzuki résilie son contrat de distribution avec Auto Expo, la société mère d'Artioli, celle qui importait les véhicules japonais en Italie. La résiliation coupe une source de revenus essentielle. Les profits de l'importation automobile, les flux de trésorerie réguliers, prévisibles, qui finançaient en partie l'aventure Bugatti, disparaissent. Le plus grand importateur de voitures japonaises en Italie ne l'est plus. Quand la nouvelle de l'acquisition de Lotus devient connue à Campogalliano, la réaction est immédiate. Les employés de Bugatti s'inquiètent. Leur argent, le capital qui devrait assurer les livraisons de fournisseurs et le fonctionnement de leur usine, est détourné vers une entreprise anglaise dont ils n'ont rien à faire. Les investisseurs et créanciers réalisent de l'étendue de la surextension financière. La presse automobile commence à poser la question qui, jusqu'ici, était restée polie. Cet homme qui achète un deuxième constructeur en faillite avant d'avoir rentabilisé le premier, est-il un visionnaire ou un joueur ? Artioli gère désormais 2 entreprises en difficulté dans 2 pays, séparés par les Alpes et la Manche, avec un marché des supercars en contraction, un contrat Suzuki perdu, une Lotus en restructuration et une Bugatti qui vend 40 voitures par an au lieu de 150. L'hubris a un prix et la facture commence à arriver. Chapitre 9. Le poison dans les murs. Dans la Motor Valley, ce corridor de 80 km entre Modène et Bologne, où Ferrari, Lamborghini, Maserati, De Tomaso et Pagani fabriquent les voitures les plus désirées du monde. Tout le monde connaît tout le monde. Les ingénieurs passent d'une marque à l'autre. Les fournisseurs livrent les mêmes composants à des concurrents qui se détestent. Le tourneur qui usine un arbre de transmission pour Ferrari le matin travaille sur une commande Lamborghini l'après-midi. Les secrets industriels circulent dans les bars de Modène avec la même fluidité que le Lambrusco. Et les rivalités ne sont pas des métaphores. Elles sont des guerres de territoire, menées non pas avec des armées, mais avec des coups de téléphone, des pressions sur les sous-traitants, des faveurs accordées ou retirées. C'est dans cet écosystème que Bugatti Automobili essaie de survivre. Et c'est dans cet écosystème que, selon Romano Artioli, quelqu'un a décidé que Bugatti ne survivrait pas. Les faits d'abord. Au cours de l'année 1994, puis de manière accélérée en 1995, des fournisseurs essentiels cessent de livrer des composants à Campogalliano. Pas tous en même temps, ce serait trop visible. Mais un par un, à intervalles irréguliers, avec des prétextes variés, retards de paiement invoqués, problèmes de production allégués, priorités réaffectées. La chaîne d'assemblage de l'EB110, qui dépend de dizaines de sous-traitants spécialisés pour des pièces impossibles à fabriquer en interne, roulements, joints, connecteurs électriques, éléments de suspension, commence à tourner au ralenti. Puis elle s'arrête. La production est perturbée d'abord, paralysée ensuite. Des voitures semi-finies restent sur la chaîne, attendant des pièces qui ne viennent pas. Les 220 employés de Campogalliano voient les emplacements de travail se vider, non pas parce qu'il n'y a plus de commandes, mais parce qu'il n'y a plus de quoi construire. Puis viennent les accusations. Artioli affirme, dans des interviews, dans son livre publié en 2019, que 3 directeurs de Bugatti Automobili étaient secrètement rémunérés par des constructeurs rivaux. 3 hommes placés à des postes de responsabilité au sein de sa propre entreprise, recevant de l'argent de concurrents, agissant de l'intérieur pour saboter les opérations. Dans une interview au magazine Classic Driver, il accuse directement ces éléments internes, sans les nommer publiquement, d'avoir orchestré l'arrêt des livraisons en faisant pression sur les fournisseurs ou en leur fournissant des prétextes pour rompre les contrats. Les rumeurs qui circulent dans la Motor Valley vont plus loin que les accusations d'Artioli. Les noms qui reviennent, dans les conversations de bar à Modène, dans les forums de passionnés, dans les témoignages recueillis par des journalistes des années après les faits, sont ceux de Ferrari et de Lamborghini. L'urbex Ladislav Nosakovec, qui a visité l'usine abandonnée de Campogalliano des années après la faillite, rapporte que les habitants du coin lui ont confié la même version. C'est Ferrari qui a joué des jeux sales contre eux. Ils n'aimaient pas la nouvelle supercar du quartier,
surtout juste à côté de Modène. La logique est poétique et plausible. Dans un écosystème industriel aussi petit et interconnecté que la province de Modène, un tel sabotage serait techniquement simple à organiser. Un coup de téléphone du directeur des achats de Ferrari à un fournisseur commun. Si vous continuez à livrer Bugatti, nous reverrons nos propres commandes. Suffirait. Le fournisseur, dont Ferrari représente 90% du chiffre d'affaires et Bugatti 2%, n'aurait même pas besoin de réfléchir. Le choix se ferait tout seul. Pas de contrat signé, pas de preuves écrites. Juste la physique élémentaire du pouvoir commercial dans un bassin industriel où tout le monde dépend de tout le monde. Mais la plausibilité n'est pas une preuve. Ce qui est documenté, des fournisseurs ont effectivement cessé leur livraison. La production a été effectivement paralysée. Artioli accuse nommément 3 directeurs de corruption sans que leur nom ait été rendu public. L'environnement compétitif de la Motor Valley est notoirement féroce et les précédents de pression sur les fournisseurs existent dans l'histoire de l'industrie automobile italienne. Ce qui n'est pas prouvé. Aucune procédure judiciaire publique n'a établi la réalité du sabotage par Ferrari, Lamborghini ou tout autre constructeur. Les rivaux n'ont jamais confirmé ces allégations. Et il existe une explication alternative, moins romanesque, moins flatteuse pour Artioli, mais parfaitement cohérente avec la situation financière de l'entreprise. Les fournisseurs ont cessé de livrer parce que Bugatti ne payait plus ses factures. Quand une entreprise qui vous doit de l'argent cesse de régler ses factures et que vous savez, parce que dans la Motor Valley, tout le monde sait tout, que cette entreprise est en difficulté financière, que son patron vient d'acheter un deuxième constructeur en faillite en Angleterre et que son contrat Suzuki a été résilié, vous cessez de livrer. Non pas parce que Ferrari vous l'a demandé, parce que votre comptable vous l'a conseillé. La vérité est probablement quelque part entre les deux. Les pressions concurrentielles ont pu exister. La Motor Valley fonctionne ainsi depuis des décennies. Mais elles se sont exercées sur une entreprise déjà affaiblie par ses propres décisions financières. Le sabotage, s'il a eu lieu, n'a pas tué une entreprise saine. Il a accéléré la chute d'une entreprise qui saignait déjà. En 2019, à 86 ans, Artioli publie son autobiographie, Bugatti et Lotus Thriller, aux éditions Cairo. La préface de la version italienne est signée Vittorio Feltri, celle de la version anglaise, Jay Leno, le collectionneur automobile le plus célèbre d'Amérique. Le livre détaille ce qu'Artioli appelle les pièges de banquiers, les arnaques d'avocats et les hommes d'affaires voraces, qui, selon lui, ont orchestré la chute. Un critique italien note que le livre explique bien les luttes avec les banques, les escadrons d'avocats, les grands groupes automobiles non cités. Pourquoi ? Qui ont tout fait pour étouffer la naissance de nouvelles voitures. Le « pourquoi » est la question que le critique pose et qu'Artioli laisse en suspens. 30 ans après, il accuse, mais ne nomme toujours pas les constructeurs rivaux directement dans son livre. Il nomme des banquiers, il nomme des avocats, il nomme des traîtres internes. Mais les grands noms de la Motor Valley, ceux que les rumeurs désignent depuis 3 décennies, restent protégés par un silence qui ressemble à de la prudence juridique autant qu'à de la peur. Artioli est à la fois narrateur et partie. Son récit est celui d'un homme qui se présente comme victime d'un complot, d'une trahison, d'un système qui l'a broyé. La question que cette histoire pose n'a pas de réponse définitive. Sabotage réel ou alibi commode pour masquer une gestion financière catastrophique, les deux peuvent être vrais simultanément. Et c'est peut-être cette impossibilité de trancher qui rend l'histoire si tenace. 30 ans après, elle n'a toujours pas de conclusion. Chapitre 10. La signature du liquidateur. La spirale, vue de l'extérieur, a la netteté d'un mécanisme d'horlogerie. Chaque événement enclenche le suivant. Chaque décision ferme une porte. 1991 à 1992. Lancement triomphal de l'EB100X, mais les ventes sont décevantes. Le marché est hostile, les commandes arrivent, mais pas au rythme prévu. 150 voitures par an était l'objectif. La réalité est de 40, peut-être 50 par an. L'écart entre les recettes et les coûts de fonctionnement d'une usine de 240 000 m², d'un effectif de 220 personnes et d'un programme de développement permanent
est un gouffre que les ventes ne comblent pas. 1993. Artioli achète Lotus pour 30 millions de livres. Les dettes s'accumulent des deux côtés des Alpes. Suzuki résilie son contrat d'importation. Les flux de trésorerie réguliers d'Auto Expo se tarissent. Le bureau d'études de Campo Galliano travaille sur un nouveau modèle, le B112, une berline de luxe à moteur V12 de 6 litres et châssis carbone, qui absorbe des ressources que l'entreprise n'a plus. 1994. Schumacher achète sa Bugatti jaune. La publicité est formidable, mais la publicité ne paie pas les fournisseurs. Mauro Forghieri, le troisième directeur technique, supervise le développement de l'Obi-112 et tente de stabiliser les opérations. Les premiers signes de défaillance dans la chaîne d'approvisionnement apparaissent. Début 1995, les fournisseurs cessent de livrer. La production ralentit, puis s'arrête. Les liquidités s'épuisent, les salaires sont encore versés. Artioli insistera toujours sur ce point. Mais il n'y a plus de quoi acheter les pièces nécessaires à l'assemblage des voitures. Des EB110 semi-finis restent sur la chaîne. Des moteurs V12 assemblés attendent des carrosseries qui ne seront jamais complétées. L'usine fonctionne encore, les lumières sont allumées, les employés viennent travailler, la cantine sert encore le déjeuner, mais elle ne produit plus rien. Les irrégularités financières, c'est le terme que les documents de l'époque emploient, sont massives. Les détails précis restent fragmentaires dans les sources publiques. Le livre d'Artioli évoque des trahisons internes par des dirigeants, des pièges financiers tendus par des banquiers, des manœuvres juridiques d'avocats, des hommes d'affaires opportunistes qui ont profité de la détresse de l'entreprise pour racheter des actifs à vil prix. La mécanique exacte de l'effondrement financier, qui devait quoi à qui, quels prêts ont été rappelés, quels engagements n'ont pas été tenus, reste une zone d'ombre que même le livre d'Artioli, 30 ans après, n'éclaire pas entièrement. Ce qu'on sait, c'est que l'équation est devenue impossible. D'un côté, une usine qui coûte des millions à maintenir en fonctionnement, un programme de développement de l'EB112 qui absorbe des ressources, une acquisition de Lotus qui draine les capitaux, un contrat Suzuki perdu, des fournisseurs qui ne livrent plus. De l'autre, des ventes de 40 voitures par an à 350 000 $ pièce, soit environ 14 millions de dollars de recettes annuelles pour une entreprise dont les coûts fixes dépassent largement ce chiffre. Le 23 septembre 1995, Bugatti Automobili SP dépose le bilan auprès des tribunaux italiens. 39 ans de rêve, 7 ans de travail, 240 000 mètres carrés de verre et d'acier. Un moteur V 12 à 4 turbocompresseurs, le premier châssis carbone de série. Le record du monde de vitesse. Michael Schumacher au volant, Versailles, les Champs-Élysées. Tout cela se termine par un dépôt de bilan dans un tribunal de Modène. Environ 128 véhicules ont été produits. Le chiffre varie selon les sources entre 128 et 139, selon qu'on compte ou non les voitures semi-finies et les achèvements ultérieurs. 96 GT, 32 S, quelques prototypes et exemplaires spéciaux. Pour un rêve de 39 ans, la production tient dans un parking. 220 employés perdent leur travail. 220 personnes qui avaient cru à cette vision, qui avaient quitté d'autres emplois chez Ferrari, chez Lamborghini, chez Maserati pour rejoindre la cathédrale de verre, se retrouvent au chômage dans une province où les constructeurs rivaux, ceux-là même qui ont peut-être contribué à leur perte, sont les seuls employeurs possibles. Artioli affirme les avoir payés jusqu'au dernier jour. Et cette affirmation, que personne n'a publiquement contestée, est peut-être le détail le plus révélateur de l'homme. Au milieu de l'effondrement, au milieu des accusations de sabotage et des irrégularités financières, il s'est assuré que les salaires étaient versés. C'est soit la preuve d'une intégrité réelle, soit le geste d'un homme qui savait que sa réputation dépendrait de ce qu'on dirait de lui après la chute. Probablement les deux. Les employés comprenaient l'esprit de Bugatti, dira-t-il plus tard. C'était eux qui rendaient le B110 si spécial. Tout perdre a été un choc. C'était un jour terrible pour nous tous. Le B112, la berline qui devait élargir la gamme, que certains critiques avaient qualifié de « plus belle berline du monde » sur la base des prototypes présentés, ne verra jamais la production. Quelques prototypes ont été assemblés.
Leur design extérieur avait été confié à Giorgetto Giugiaro de Italdesign, l'un des plus grands designers automobiles de l'histoire, l'homme du Volkswagen Golf, de la DeLorean DMC12, de la Lotus Esprit. Le B112 était un V12 de 6 litres monté en position avant-centrale, châssis carbone, 4 portes. Elle aurait été l'une des voitures les plus extraordinaires de la tourtière de la décennie. Les prototypes finiront entre les mains de Guildo Pastor, propriétaire du constructeur monégasque Venturi. Le B112, comme tant de choses à Campo Galliano, était presque terminé. Presque n'est pas un mot qui suffit dans l'industrie automobile. Chapitre 11. Les murs de verre. L'usine ferme du jour au lendemain. Et ce, du jour au lendemain, n'est pas une figure de style. Les employés de Campo Galliano ne savent pas, le 22 septembre 1995, que le lendemain sera leur dernier jour. Personne ne fait ses cartons. Personne n'emporte un souvenir. Personne ne se dit « Je regarde ces halles pour la dernière fois ». La croyance dans l'entreprise et sa vision était si forte. La conviction qu'Artioli trouverait une solution, qu'un investisseur apparaîtrait, qu'une issue existait, que le caractère définitif de la fermeture ne pénètre pas immédiatement. Et c'est cette absence de rituel, pas de dernier discours, pas de dernière voiture sortant de chaîne sous les applaudissements, pas de poignée de main au portail, qui transforme l'usine en capsule temporelle. Enrico Pavesi a grandi dans la maison voisine du terrain où la Fabrica Blue a été construite. Son père, Ezio, a été embauché comme gardien en 1990, l'année de l'inauguration. Il a vu les 77 Bugatti d'avant-guerre arriver de Molsheim. Il a vu Schumacher déjeuner dans la cantine. Il a vu les ouvriers arriver chaque matin et repartir chaque soir. Puis il a vu le silence s'installer. Depuis la faillite, la famille Pavesi veille sur le site. Le père d'abord, le fils ensuite. Nous recevons encore du courrier de gens qui ne savent pas que l'usine a fermé. Raconte Enrico Pavesi au journaliste Ronan Glone de Hagerty Media. Ils nous envoient leur CV ou des croquis qu'ils ont dessinés et demandent si on peut leur donner un travail. 30 ans après, des gens envoient encore leur CV à une usine qui a fermé en 1995. L'idée de Bugatti Automobili, l'idée qu'un jour, quelqu'un fabriquera de nouveau des voitures dans cette cathédrale de verre, est si puissante qu'elle survit à la réalité. À l'intérieur, le temps s'est arrêté. Dans le centre de design, la pièce où les ingénieurs dessinaient les lignes de l'EB112, où les maquettes étaient sculptées, où l'avenir de Bugatti prenait forme sur des écrans cathodiques, les calendriers de 1995 s'entassent sur les bureaux. Des ordinateurs IBM d'une autre époque prennent encore la poussière. Des seaux, utilisés pendant des années pour récupérer l'eau de pluie avant que Enrico Pavesi ne répare les fuites du toit, sont empilés au milieu de la pièce. Sur les murs, des photos du centre en pleine activité, ingénieurs penchés sur leurs planches, maquettes à l'échelle, plans étalés, sont encore accrochés. C'est la mémoire visuelle d'un monde disparu, conservé par personne et pour personne. Dans la halle principale, les emplacements d'assemblage sont encore visibles. Les marquages au sol, les connexions d'air comprimé, les supports où le moteur V12 quad turbo était méticuleusement assemblé pièce par pièce. La chambre insonorisée où chaque voiture était testée avant de toucher l'asphalte se dresse toujours. Un cube silencieux dans un hall silencieux. Et dans la cantine, l'endroit que tous ceux qui ont travaillé ici décrivent comme l'âme du lieu, les photos de prototypes sont collées au mur par l'humidité accumulée depuis 3 décennies. Elles ne peuvent pas être retirées sans détruire le mur. Le bâtiment et ses souvenirs ne font plus qu'un. La dispersion des restes commence en avril 1997. Une entité spéciale est créée pour liquider les actifs. Elle porte le nom le plus cruel de l'histoire de Bugatti. Bugatti Fallimento. Bugatti Faillit. Le nom que la loi italienne donne aux procédures de liquidation appliquées au nom le plus glorieux de l'automobile. Le 4 avril 1997, la vente aux enchères de liquidation a lieu. Dauer Racing GmbH, un préparateur de voitures de course basé à Nuremberg, achète les 7 voitures semi-finies restantes, 15 moteurs V12 et les droits sur le nom
EB110. Joschendauer embauchera d'anciens ingénieurs et techniciens de Bugatti, des hommes qui connaissent chaque boulon de cette voiture, pour compléter environ une dizaine de véhicules supplémentaires. Ces voitures porteront la marque Dauer, pas Bugatti, mais elles seront assemblées par les mêmes mains. Le fabricant de tracteurs Goldoni, basé dans la province de Modène, achète plusieurs machines de la chaîne d'assemblage. Des machines conçues pour usiner des composants de la voiture la plus rapide du monde serviront à fabriquer des tracteurs agricoles. Goldoni les utilisera jusqu'en 2017, 22 ans après la faillite. Le matériel de Bugatti était si bien conçu qu'il a survécu à l'entreprise de 2 décennies. Les tables de la cantine sont achetées par des entreprises locales. Certaines les utilisent encore dans leurs bureaux. Les chaises où Schumacher s'est assis pour déjeuner avec les techniciens en 1994 servent peut-être aujourd'hui dans un bureau de comptabilité de la banlieue de Modène. Le buste d'Ettore Bugatti, celui qui trônait dans le bureau d'Artioli, a été volé. Par qui? Quand exactement? Personne ne le sait. Quelqu'un est entré dans l'usine abandonnée et a emporté le visage du fondateur. Les cambriolages étaient réguliers pendant des années après la faillite. Puis ils ont cessé. La nouvelle s'est répandue. Il ne reste plus rien à voler. Le site lui-même connaît une série de tentatives de reconversion, chacune plus infructueuse que la précédente. Les liquidateurs vendent la propriété à un fabricant de meubles, qui fait faillite avant d'emménager. Au début des années 2010, un projet de centre commercial sur le site progresse, avec l'obligation de conserver les bâtiments intacts, ce qui aurait donné un centre commercial unique en son genre, les clients déambulant entre les halles où l'EB110 était assemblé. Le projet échoue en 2011, faute de financement. Bugatti, désormais propriété de Volkswagen, ne rachètera jamais le site. Eux sont des invités ici, déclare un porte-parole de la marque à un journaliste. Notre maison est à Molsheim. Acheter Campo Galliano n'est même pas envisagé. La phrase est polie. Elle est aussi un verdict. Pour Volkswagen, Campo Galliano est l'erreur d'un autre. Leur Bugatti est à Molsheim. L'usine d'Émilie-Romagne n'est pas un patrimoine à préserver. C'est une parenthèse à refermer. 240 000 mètres carrés. Le logo sur la façade. Le vélo d'Artioli dans le hall. Les calendriers de septembre 1995. Et dehors, sur l'autoroute, les voitures passent sans ralentir. Chapitre 12. Le petit-fils de Porsche. En 1997, un homme voyage dans un Shinkansen entre Tokyo et Nagoya. Le paysage japonais défile à 300 km à l'heure derrière les vitres. L'homme s'appelle Ferdinand Piëch. Il est président du groupe Volkswagen. Et il est le petit-fils de Ferdinand Porsche, l'ingénieur qui a conçu la Volkswagen Coccinelle, le Chartiger, et fondé la dynastie automobile la plus influente du XXe siècle. Piëch est assis à côté de Karl-Heinz Neumann, responsable du développement des groupes motopropulseurs chez Volkswagen. Et sur le dos d'une enveloppe, parce que c'est toujours sur le dos d'une enveloppe que les idées les plus démesurées prennent forme, Piëch esquisse un moteur. 18 cylindres. Neumann regarde, calcule, propose des modifications. Le moteur deviendra un W16. 16 cylindres disposés en W, une architecture que personne n'a jamais construite pour une voiture de série. C'est un projet insensé. C'est exactement le genre de projet qu'Ettore Bugatti aurait dessiné. Quelques semaines plus tard, pendant les vacances de Pâques, le fils de Piëch lui demande de lui acheter une voiture miniature. L'enfant choisit une Bugatti type 57S C Atlantique, la maquette d'une voiture dessinée par Jean Bugatti en 1936. Le fils mort sur une route d'Alsace en 1939. Piëch regarde la miniature, et l'idée qui avait commencé sur le dos d'une enveloppe dans un train japonais prend une direction précise. Le 5 mai 1998, Volkswagen AG acquiert les droits sur la marque Bugatti. Le nom qui avait été vendu par le gouvernement français à Romano Artioli pour 7 500 000 francs en 1987 change de main une nouvelle fois. Cette fois, l'acheteur n'est pas un concessionnaire de Bolzano. C'est le plus grand groupe automobile d'Europe. Piëch confie le premier design à Giorgetto Giugiaro.
le même Giugiaro qui avait dessiné le B112 pour Artioli, la berline Mornay. En septembre 1998, le B118 est présenté au Salon de Paris. Un coupé-concept massif, puissant, qui annonce la direction esthétique que prendra la marque sous Volkswagen. Ce n'est pas encore la voiture, c'est la promesse de la voiture. En 2000, Piëch annonce les chiffres. La prochaine Bugatti de série développera 1001 chevaux. Elle dépassera 400 km/h. Elle sera assemblée à Molsheim, pas à Campo Galliano, pas à Wolfsburg, pas à Ingolstadt, à Molsheim, dans un atelier construit à côté du château Saint-Jean. La résidence qu'Ettore Bugatti avait achetée en 1928. Ce que Piëch fait avec ces 3 décisions, le moteur W16, les 1001 chevaux, l'assemblage à Molsheim, est un acte de réparation historique que seul un homme disposant des ressources du groupe Volkswagen pouvait accomplir. Artioli avait essayé. Il avait choisi Campo Galliano par nécessité. Il n'avait ni les moyens ni le temps de reconstruire à Molsheim. Piëch a les deux. Et il choisit de ramener Bugatti là où elle avait commencé, là où Ettore avait acheté une teinturerie en 1909, là où Jean avait dessiné l'Atlantique, là où Roland avait vu mourir son frère. En 2005, la Bugatti Veyron 16,4 est dévoilée, 8 litres de cylindrée. Un W16 quadriturbo développant 1001 chevaux. 407 km/h, record du monde de vitesse pour une voiture de série. 0 à 100 en 2 secondes 5 dixièmes. La voiture est assemblée dans un atelier de Molsheim, un espace lumineux, silencieux, d'une propreté chirurgicale, où chaque Veyron est construite par une équipe dédiée pendant plusieurs semaines. Le prix ? Plus d'1 million d'euros. Et Volkswagen perd de l'argent sur chaque exemplaire vendu. La Veyron n'est pas un produit commercial au sens classique, c'est une démonstration de puissance industrielle, la preuve que le groupe Volkswagen peut construire l'impossible. Piëch n'a pas acheté Bugatti pour gagner de l'argent. Il a acheté Bugatti pour le même motif qui avait poussé Ettore à construire la Royale. Prouver que si c'est comparable, ce n'est plus Bugatti. L'ironie est symétrique, presque trop parfaite pour être vraie. Un Italien de Milan fonde une marque en Alsace. Un Italien de Mantoue la ressuscite en Émilie-Romagne. Un Autrichien d'ascendance austro-hongroise, petit-fils de Porsche, élevé dans la culture de l'ingénierie germanique, la ramène en Alsace. Chaque fois, c'est un étranger qui donne à la France ce qu'elle ne sait pas produire elle-même. Et chaque fois, la France finit par considérer le résultat comme sien. Mais il y a un élément que les communiqués de presse de Volkswagen ne mentionnent pas. Sans le B110, sans les 7 années de Campo Galliano, sans le travail d'Artioli qui a maintenu le nom Bugatti vivant dans la conscience collective, qu'il a arraché au train d'atterrissage pour le replonger dans l'essence et le carbone. Le fils de Piëch n'aurait peut-être jamais choisi cette maquette atlantique dans un magasin de jouets. Artioli a échoué. Mais il a échoué assez bruyamment, assez spectaculairement, pour que le monde se souvienne que Bugatti existait. Chapitre 13. Ce qui reste, Romano Artioli vend sa participation majoritaire dans Lotus à Proton, le constructeur malaisien, en 1996. C'est le prix de la survie personnelle, couvrir les pertes, régler les créanciers, sauver ce qui peut l'être. Il reste directeur des projets spéciaux chez Lotus jusqu'en 1998, puis quitte définitivement l'entreprise qu'il avait achetée 5 ans plus tôt. Sa femme, Renata Kettmer, avait fondé en 1993, l'année même de l'acquisition de Lotus, l'année de la surextension fatale, une entreprise de produits de luxe sous la marque Ettore Bugatti à Bolzano, utilisant le logo EB pour des accessoires et des objets haut de gamme. Un empire parallèle sur les franges de l'empire principal, qui a continué d'exister après l'effondrement de l'empire lui-même. Depuis la fin des années 1990, Artioli est propriétaire et président du CRMT de Lyon, un centre de recherche et développement français spécialisé dans les moteurs au gaz naturel, les technologies hybrides et électriques. L'ancien constructeur de supercars à moteur V12 quad turbo travaille désormais dans la mobilité durable. Il fait la navette entre son bureau de Lyon et sa maison familiale de Trieste. L'homme qui rêvait de 350 km/h consacre ses dernières années professionnelles à réduire les émissions de carbone.
En décembre 2022, Romano Artioli fête ses 90 ans. Bugatti, la Bugatti de Volkswagen, la Bugatti de Molsheim, publie un communiqué officiel. Les mots sont choisis avec soin. Romano Artioli fait partie de l'histoire de notre marque. C'était grâce à son initiative et sa persévérance que Bugatti a été ressuscité. C'est un hommage. C'est aussi une mise à distance. Artioli fait partie de l'histoire. Il n'en est pas le présent. En 2019, quand Bugatti développe la Centodieci, un hommage direct à l'EB110, limité à 10 exemplaires, vendu 8 millions d'euros pièce, l'équipe de design rencontre plusieurs des créateurs originaux de la voiture. Des ingénieurs qui avaient fait travailler à Campo Galliano dans les années 1990, qui avaient assemblé les V12 de leurs mains, qui avaient testé les prototypes sur la piste privée. Beaucoup racontent leurs souvenirs les larmes aux yeux. 30 ans n'ont pas suffi. Quelque chose dans cette usine, dans cette brève parenthèse de 7 ans entre l'inauguration et la faillite, a marqué ces hommes d'une empreinte que le temps ne dissout pas. Les EB110, elles, ont connu un destin que personne n'aurait prédit en 1995. Au moment de la faillite, les voitures se vendaient d'occasion à des prix humiliants, bien en dessous de leur prix catalogue, parfois à peine plus que le coût des composants. Le marché ne voulait pas de supercars provenant d'un constructeur en faillite. Pendant 10 ans, les EB110 ont été des curiosités, des voitures techniquement brillantes mais commercialement toxiques, portant la marque de l'échec. Puis le temps a fait son travail. Les collectionneurs ont redécouvert l'EB110, son châssis carbone pionnier, son V12 quad turbo, sa transmission intégrale, le fait qu'elle avait précédé la McLaren F1 sur le monocoque carbone. Les ventes aux enchères ont commencé à monter, régulièrement, inexorablement. Aujourd'hui, une EB110 GT en bon état se négocie autour de 3 millions d'euros. Une SS dépasse ce chiffre. La voiture que le monde avait oubliée est devenue l'un des investissements automobiles les plus spectaculaires de sa génération. Artioli avait raison. Sur la voiture, il avait raison. Sur le châssis carbone que Stanzani contestait, raison. Sur la transmission intégrale que l'industrie adoptera 10 ans plus tard, raison. Sur la qualité de fabrication qui permet à ces voitures de rouler encore 30 ans après, sans les problèmes de fiabilité qui rongent d'autres supercars de la même époque, raison. Sur Lotus et l'Élise, raison. Sur le potentiel de la marque Bugatti, raison. Au point que Volkswagen investira des milliards pour prouver exactement ce qu'il avait vu le premier. Il avait raison sur tout, et il a tout perdu. À Campo Galliano, le logo réapparaît sur la façade. Les autocollants bleus que Volkswagen avait fait poser en 1998 continuent de se décoller sous le soleil d'Émilie-Romagne, millimètre par millimètre, année après année. Les lettres B, U, G, A, T, T, I émergent. Lentement du bleu, comme un nom gravé dans la pierre qu'on essaierait de recouvrir de peinture. Le soleil, la pluie, le vent, les forces les plus simples du monde, défont patiemment ce que la décision d'un homme d'affaires avait ordonné. Enrico Pavesi, le fils du gardien, continue de veiller sur le site. Il reçoit encore des lettres, des CEVO, des croquis de voitures dessinés par des enfants ou des ingénieurs qui ne savent pas que leur candidature arrive 30 ans trop tard. Il y a, dans la cantine de la Fabrica Blue, un silence qui n'a rien à faire là. Ce n'est pas le silence d'un lieu qui n'a jamais servi. C'est le silence d'un lieu qui a servi, qui a été rempli de voix, de plateaux posés sur des tables, de conversations entre des hommes qui croyaient bien construire quelque chose de permanent. Un silence qui a la mauvaise forme. Un homme a passé 39 ans à rêver de ressusciter la plus belle marque automobile du monde. Il a réussi. Il a construit une cathédrale de verre pour elle. Il a embauché les meilleurs ingénieurs d'Italie. Il a créé le premier châssis carbone de série de l'histoire. Il a battu le record du monde de vitesse. Il a fait défiler ses voitures sur les Champs-Élysées. Puis il a tout perdu en 7 ans. Et 30 ans plus tard, personne ne sait avec certitude si c'est lui qui s'est détruit ou si on l'a détruit. La seule chose certaine, c'était que le logo réapparaît.